Disparition à Saint-Malo, de Pierre Delaine, lu par Véronique Attali, les éditions Didier 2007. Chapitre 1. L'arrivée. Il est 19h05. Le TGV entre en gare avec 1 minute d'avance. Les voyageurs descendent du train et se dirigent vers la sortie. 4 yeux observent le quai et cherchent Anche dans la foule. « Oh, je l'ai vu! Où ça, Carlos? Mais là, Morgane, regarde, à côté du groupe de touristes. Tu la vois avec sa grosse valise jaune? Ah oui! Hé, Anche! Anche! On est là! » Les 3 jeunes se font la bise. Puis Morgane prend le sac à dos d'Anche et Carlos tire la grosse valise jaune. « Alors, tu as fait bon voyage? Tu n'es pas trop fatigué, Anche? »« Merci, ça va. Le plus dur, c'est le métro à Paris. Pour aller de la gare de l'Est à la gare Montparnasse, même avec ma mère, j'ai toujours peur de prendre la mauvaise direction. Alors toute seule, tu imagines? Mais bon, je suis là maintenant. Je suis partie de Cologne à 10h15. Je suis arrivée à Paris vers 2h. Puis 3 heures de TGV pour revoir un peu de grammaire française. Tu as travaillé dans le train? Tu as fait du français dans le train? Mais non, Carlos, je plaisante. J'ai écouté de la musique. C'est plus cool. Mais dis-moi, Morgane, où est ton frère? Nicolas, il est avec papa. Ils nous attendent dans la voiture. Ils écoutent la météo marine. S'il fait beau, on peut faire un tour en bateau demain. Les 3 amis sortent de la gare. Sur le parking, ils retrouvent Nicolas et Jérôme Lecoq, le père de Morgane et de Nicolas. On met les bagages d'Anche dans le coffre. Monsieur Lecoq roule lentement pour montrer Saint-Malo à Anche, la plage, le port. La voiture entre bientôt dans la vieille ville entourée de remparts. Les Lecoq ont un très grand appartement avec une magnifique vue sur la mer. Anche, Carlos et Nicolas se connaissent depuis 1 an. Ils se sont rencontrés l'année dernière pendant les vacances d'été en Espagne, au bord de la mer, à côté de Tarragone. Morgane a 13 ans et Nicolas 15 ans. Ils vont tous les 2 au collège à Saint-Malo. Ils apprennent l'anglais et l'espagnol et vont souvent en Espagne avec leurs parents. Carlos est espagnol. Il habite à Madrid et passe les grandes vacances chez ses grands-parents à Tarragone. Il fait du français et de l'anglais à l'école. La mère d'Anche adore la Méditerranée. Avec son amie, elle va souvent en vacances en Italie, en Espagne ou en France. Anche est bonne en anglais, mais elle préfère le français. Monsieur et Madame Lecoq ont invité Carlos et Anche à passer quelques jours à Saint-Malo au début de l'été. L'appartement est très grand et il y a assez de chambres pour tout le monde. Catherine Lecoq est architecte. Jérôme, son mari, écrit des scénarios pour la télévision. Ils ont pas mal d'argent et aiment inviter des amis chez eux, ou recevoir les amis de leurs enfants. Ils ont aussi un petit voilier dans le port. C'est la première fois que Carlos quitte l'Espagne. Il est arrivé il y a 2 jours. Anche fait un grand voyage seul pour la première fois. Le compagnon de sa mère est très sévère et elle est heureuse de passer une semaine loin de lui. « Il est 8h !» crie Monsieur Lecoq. « On se retrouve tous dans 5 minutes pour aller à la crêperie. J'ai réservé une table pour 8h15. J'espère que tout le monde aime les crêpes. » Un peu plus tard, chez Soisig. « D'abord, qu'est-ce que vous voulez boire? Du cidre ?» demande la patronne. Soisig. « Nous allons d'abord prendre une bouteille de cidre bouché bien frais avec 6 bols, s'il vous plaît, » commande Monsieur Lecoq. « Comme ça, nos invités vont pouvoir goûter. »« Très bien, je vous laisse choisir vos galettes. »« Galettes, crêpes, quelle est la différence, Morgane ?»« Carlos, c'est très facile. Les galettes, c'est salé. Les crêpes, c'est sucré. Il y a des galettes avec du fromage, du jambon, du fromage et du jambon, avec un œuf, avec du saumon. Si on veut, on peut avoir des tomates ou des champignons en plus, ou de la salade. » Chacun choisit, les crêpes sont toutes excellentes. Comme dessert, tout le monde prend la spécialité de la maison. Une crêpe Soisig.
c'est-à-dire une crêpe avec des pommes, des noix, des raisins secs, une pincée de cannelle et c'est flambé au calvados. Anche a timidement dit « Mais il y a de l'alcool, je ne peux pas prendre ça !» Heureusement, Monsieur Lecoq lui explique « Tu te trompes, Anche. Tu peux commander une crêpe soisique comme tout le monde. Quand on flambe la crêpe avec le calvados, on brûle l'alcool. Il ne reste plus que le goût de la pomme, ne t'inquiète pas. » Et Anche trouve sa crêpe soisigue formidable. On fait souvent des crêpes à la maison, à Cologne, mais on ne connaît pas toutes ses spécialités. Est-ce que je peux demander la recette à Soisig ? Ce n'est pas la peine, lui dit gentiment Madame Lecoq. Je peux tout expliquer à la maison. Chapitre 2. Une belle journée. La fenêtre est ouverte. Il fait beau, il y a un peu de vent. On voit les voiliers dans la baie. La famille Lecoq et ses invités prennent le petit déjeuner. Baguettes, croissants, beurre, confiture, miel. Avec ça, on boit du jus d'orange. Pas du jus en bouteille, non. Du jus de vrais oranges, préparé ce matin spécialement par Carlos. Il y a aussi du thé et du café. Anche trouve le café trop fort. Et elle n'aime pas beaucoup le thé en sachet. « Oh, le beurre est salé !» constate Anche. « C'est bon avec du miel ?»« Hyper bon ! Un morceau de baguette encore un peu chaude, du beurre salé et du miel. Il n'y a rien de meilleur pour commencer la journée, » explique Nicolas. Nicolas est de bonne humeur et il prépare une magnifique tartine pour Anche. « Merci, Nicolas. Oh, qu'est-ce que c'est bon, Anche ne finit pas sa phrase. « Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Non, non, ce n'est pas pour toi !» crie Anche à Léo. Léo, c'est le chien de la maison. Il est très gourmand et a toujours envie de jouer. Et il adore le pain. On rit, on raconte des histoires, on regarde la mer par la fenêtre. On est heureux d'être ensemble. « Tout le monde a fini ?» demande Madame Lecoq. « On peut débarrasser la table ?» Nicolas et Carlos n'ont rien entendu ou ne veulent pas entendre et caressent Léo. Morgane et Anche portent les bols et les couteaux dans la cuisine, puis essuient la table. « Allons dans le salon, » dit Monsieur Lecoq. « Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui et demain ?» Anche et Carlos ne connaissent pas Saint-Malo et voudraient visiter la ville ou aller à la plage ou encore se promener sur le port. « Pour aujourd'hui, c'est trop tard, » dit Madame Lecoq. « Mais demain, on peut passer la journée en mer. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme ?»« Excellente idée. Il fait beau, la météo est bonne, » répond Monsieur Lecoq. « Tout le monde est d'accord ?»« Oui !» crient les 4 jeunes en chœur. Léo aboie et tourne autour de la table. C'est clair, lui aussi est d'accord. « Comme ça, » dit Monsieur Lecoq, « Anche et Carlos vont découvrir Saint-Malo aujourd'hui. Il faut faire les courses pour demain. On va pique-niquer sur le bateau. Ce matin, on va aller au marché pour acheter des fruits, des tomates, 1 ou 2 melons. Ensuite, on va aller chez le charcutier. On va prendre du jambon, du saucisson, du pâté. On peut tout faire à pied. Les halles sont dans le bas de la ville. Le boucher charcutier n'est pas loin. Pour les boissons, on peut aller au supermarché cet après-midi après le déjeuner. C'est à l'extérieur de la vieille ville, à 1 quart d'heure en voiture. À l'aller, on peut passer par le port. Au retour, je vous laisse à la plage du Sillon et vous rentrez à la maison à pied. Tout le monde accepte ce programme. Carlos et Anche sont heureux d'utiliser leurs connaissances en français. Ils parlent avec les marchands, posent des questions, choisissent, expliquent, font des gestes. Quand il y a un petit problème, Morgane les aide. Et puis, on n'est pas au collège ici. On peut rire quand on fait des fautes. Une seule chose est importante, les autres doivent comprendre et on doit les comprendre. Avant le déjeuner, on se retrouve au salon. Monsieur Lecoq a sorti des cartes de la côte. Demain, nous allons partir vers 8h30. On va passer les écluses à 9h, puis continuer à la voile vers le Cap Fréhel. C'est cette pointe, là, sur la carte, entre la baie de Saint-Malo et la baie de Saint-Brieuc. Pour le pique-nique, on peut s'arrêter dans un coin tranquille. « Est-ce qu'on peut se baigner ?» demande Carlos. « Pour se baigner, c'est mieux à la plage, » répond Madame Lecoq. « N'est-ce pas, Jérôme ?»« En bateau, ce n'est jamais facile, » continue Monsieur Lecoq. « On peut bronzer au soleil, faire un pique-nique, découvrir le paysage. De toute façon, on peut se baigner quand on veut à Saint-Malo.
Il y a une petite plage à 2 minutes d'ici, au pied des remparts, explique Nicolas. D'accord. On peut se baigner cet après-midi après les courses au supermarché? Pas de problème. En plus, d'après le journal, le temps est idéal. L'eau est à 20 degrés, l'air à 23 degrés, ajoute Morgane. C'est une très belle journée. Des amis de Nicolas et de Morgane ont téléphoné. Ils les invitent avec Antje et Carlos à une petite fête le week-end. La semaine de vacances va être trop courte. Dans l'après-midi, Nicolas et Carlos vont se baigner. Morgane range sa chambre. Antje lit. Elle n'a pas envie de se baigner. Elle s'ennuie un peu et joue avec le chien. Tout à coup, elle a une idée. Pourquoi rester à la maison? Elle peut promener le chien. Madame Lecoq, est-ce que je peux sortir avec Léo? Si tu veux, mais fais attention, il n'obéit pas quand il voit un autre chien. Alors tu ne lui retires pas sa laisse, surtout pas. Je vais faire attention, promet Antje. Et voilà Antje et Léo partis à l'aventure dans les rues de Saint-Malo. Chapitre 3. Léo. Antje a envie de regarder les vitrines des magasins, des boutiques de vêtements. Elle veut aussi passer chez un libraire. Elle a envie de s'acheter un roman en français. Léo, lui, veut aller vers le port. Il a envie de courir un peu et d'aboyer après les mouettes. Et puis il espère aussi rencontrer un copain chien. C'est triste d'être toujours seul. Quand Antje s'arrête pour regarder quelque chose, Léo tire sur sa laisse avec force. Ce n'est pas drôle. Et Antje choisit de suivre Léo. 3 minutes plus tard, ils sortent de la vieille ville par la porte de Dinan. Le long des remparts, sous les arbres, des retraités jouent aux boules avec des touristes. Après chaque coup, les joueurs regardent la position des boules, ils mesurent, ils discutent. Les spectateurs ont leur joueur préféré et ils les encouragent. À la fin de la partie, tout le monde va au café de la porte de Dinan. Les perdants paient une tournée aux vainqueurs. Ensuite, on joue la revanche. Léo adore les boules. Il tire sur sa laisse. Lui aussi veut jouer. Il essaie d'attraper les boules. Heureusement, les joueurs le connaissent bien. Ils attachent la laisse au pied d'un banc. Antje s'assoit et regarde. Léo s'assoit aussi, mais il aboie quand les boules roulent. Antje le caresse et lui parle, mais il n'écoute pas. Il faut aller ailleurs, mais où? Léo, tu n'es vraiment pas gentil, tu sais. Avec toi, je ne peux pas regarder les boutiques. On ne peut pas non plus regarder les joueurs de boules. Qu'est-ce qu'on peut faire? Léo a son idée. Il tire sur sa laisse et entraîne Antje vers la jetée. On a une vue magnifique sur le port et sur Dinard, une petite ville en face de Saint-Malo, de l'autre côté de la rivière. Il y a un peu de vent, le soleil est encore chaud, c'est très agréable. Léo est sage, il avance lentement et regarde les bateaux. Quand un enfant passe, il ne dit rien. Finalement, c'est un brave chien, pense Antje. Il faut être gentil avec lui, c'est tout. Le soleil gêne un peu Antje. Elle s'arrête, prend ses lunettes de soleil dans son sac et... Léo part à toute vitesse. Il court après les mouettes. Il ne peut pas les attraper et il aboie quand elles s'envolent. Léo! Léo, viens ici, tout de suite! Au pied, Léo! Léo! Mais Léo n'entend rien et il continue d'aboyer. Il est arrivé à côté de pêcheurs. Ils sont 4 assis sur le bord de la jetée. Des poissons dans un seau intéressent Léo. Il regarde, il renifle, il remue la queue. Il est content. Les pêcheurs sont en colère et crient. Mais Antje ne les comprend pas. On n'apprend pas ce vocabulaire au collège en Allemagne. Mais il faut partir le plus vite possible. Le chien et la jeune fille vont vers la gare maritime. Là, il n'y a pas de joueurs de boules, il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas de mouettes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien. Seulement des voitures sur un grand parking. Ils continuent leur chemin. Mais que se passe-t-il? On entend une sonnerie, une barrière avec des feux clignotants coupe la route. Et la route commence à bouger. Antje comprend. Elle est devant le pont roulant et il s'ouvre pour laisser les bateaux entrer dans l'écluse. Ça l'intéresse et elle veut s'approcher. Il y a bien un panneau « Passage interdit », mais il n'y a personne. Et puis Léo a l'air content. Il renifle partout, fait un petit pipi à droite, un petit pipi à gauche.
Et surtout, il n'aboie plus. Anche regarde un gros bateau. Il transporte du sable et il entre lentement dans l'écluse. La porte entre le port et l'écluse se ferme et le bateau commence à descendre, puis tout s'arrête. La porte entre l'écluse et la mer s'ouvre. Les machines du bateau font un bruit terrible. Tout doucement, le bateau commence à avancer. À ce moment, Léo tire un grand coup sur la laisse. Anche la lâche et Léo saute sur le bateau. Anche appelle le chien, mais il ne bouge pas. Alors, elle saute à son tour. Elle attrape Léo, mais quand elle veut sauter sur le quai, le bateau est déjà trop loin du bord. Que faire? Elle regarde autour d'elle, elle ne voit personne. Il y a des cordages, des fûts, des caisses. Un peu plus loin, il y a une grue. C'est une chance. Avec Léo, elle court vers la grue et se cache. Elle entend des voix. Attention! 2 marins allument une cigarette, rient, puis vont à l'arrière du bateau. Léo n'a pas réagi. Anche a envie de pleurer. Elle sort son portable et essaie d'appeler Nicolas. Surtout ne rien dire à monsieur et madame Lecoq. Le téléphone sonne, elle tombe sur la boîte vocale. Alors elle ne dit rien et serre Léo bien fort contre elle. Il lui donne un grand coup de langue sur la joue pour essuyer 2 larmes. Chapitre 4. Tout se complique. Le bateau est sorti du port. Caché derrière la grue avec Léo, Ange peut voir les remparts de Saint-Malo et le clocher de la cathédrale. Le soleil brille, c'est magnifique. Mais elle n'admire pas le paysage. Elle est inquiète. Comment vont réagir les Lecoq? Où va le bateau? Carlos et Nicolas sont rentrés à la maison. Morgane a fini de ranger sa chambre. Monsieur Lecoq dit « On va aller au bateau maintenant. Qu'est-ce que vous voulez prendre demain pour notre sortie en mer? On va emmener tout ça au bateau. »« Un maillot de bain, ça suffit ?» demande Carlos. « Sûrement pas, » répond Madame Lecoq. « D'abord, on ne se baigne pas demain. Je sais, mais c'est agréable d'être en maillot de bain au soleil. Peut-être, mais en mer, il fait toujours frais. Prends un pull ou une veste, c'est plus prudent. Je prends quelques BD, quelques CD, mon MP3. On ne peut pas toujours regarder la mer et c'est cool d'écouter de la musique allongée sur le pont, les yeux fermés, explique Morgane. Nicolas pense à son appareil photo. Il aime photographier. Il a des centaines de photos dans son ordinateur. Et demain, il y a Anche. Mais où est Anche? Demande tout à coup Nicolas. Elle se promène avec Léo, répond Morgane. Oh là là, se promener avec Léo, ce n'est pas facile. Et puis elle est bien trop gentille. Elle est partie quand? Je ne sais pas, vers 3 heures. Il est presque 5 heures. Ce n'est pas normal. À ce moment, le téléphone sonne. C'est Madame Meyer, la mère d'Anche. Elle ne peut pas joindre sa fille sur son portable. Elle veut lui parler. Je suis vraiment désolée, mais Anche n'est pas là. Elle promène le chien. Je lui dis de vous rappeler, répond Madame Lecoq. Elle raccroche. Nicolas fait le numéro d'Anche, mais il tombe sur la boîte vocale. Il faut la retrouver maintenant. Où est-elle? À mon avis, elle a suivi Léo. Elle ne connaît pas Saint-Malo. Léo a ses coins préférés et c'est lui le plus fort, c'est clair, dit Morgane. Tu as raison, petite sœur. Léo adore les joueurs de boules de la porte de Dinan. Il aime bien les pêcheurs de la jetée. Et il aime courir derrière la gare maritime à côté de l'écluse, ajoute Monsieur Lecoq. Eh bien, nous allons voir. Les joueurs de boules sont sûrement au café de la porte de Dinan. Les pêcheurs ne sont peut-être pas encore rentrés chez eux. Toi, Jérôme, tu restes ici. Je vais la chercher avec les enfants. Quelques minutes plus tard, les joueurs de boules racontent. Comme toujours, votre chien a voulu jouer avec nous. Il a aboyé et la petite jeune fille est partie vers la jetée. Ah oui, nous l'avons vu, votre Léo. Il a essayé d'attraper les mouettes, il a aboyé et il a fait partir les poissons, confirment les pêcheurs. À la gare maritime, personne n'a rien vu. À côté de l'écluse, Carlos découvre 2 jeunes d'une vingtaine d'années. Ils sont installés derrière un mur et on ne peut pas les voir quand on passe. Ils n'ont pas assez d'argent pour payer le camping. Ils ont bien vu une jeune fille blonde avec un chien. Elle est allée jusqu'au quai de l'écluse, mais ils ne l'ont plus vue après, ni elle, ni son chien. D'abord,
Madame Lecoq et les 3 ados ne disent rien. Mais ils pensent à un accident. Morgane parle la première. Elle est peut-être tombée à l'eau ? Et Léo a sauté aussi et... On ne tombe pas à l'eau comme ça. Et puis Léo aboie toujours. Et il y a des gens sur les bateaux, sur le quai, dit Nicolas. Elle est peut-être montée sur un bateau et elle va bientôt revenir, dit Carlos. Les autres sourient et pourtant il a raison. Mais on ne le sait pas encore. Madame Lecoq va au bureau de l'écluse. On téléphone au service de surveillance, mais personne n'a vu une ado et son chien au bord de l'écluse. Normalement, on observe les bateaux, on ne s'occupe pas des promeneurs, alors... Madame Lecoq, ses enfants et Carlos retrouvent Monsieur Lecoq à la maison. Nicolas va dans sa chambre, il a laissé son portable sur le lit. Il regarde, Antje l'a appelé, mais elle n'a pas laissé de message. C'est vraiment bizarre. Mais c'est une bonne nouvelle, elle n'est pas tombée à l'eau. Nicolas fait le numéro d'Antje. Il entend la sonnerie, il a du mal à respirer. Est-ce qu'elle va répondre ? Oui, mais il a du mal à la comprendre. Elle pleure. Il a l'impression qu'elle ne sait plus parler français. Enfin, Nicolas se précipite au salon. J'ai eu Antje sur son portable. Je n'ai pas tout compris, mais voilà. Elle est sur un bateau, un gros bateau. Elle est cachée avec Léo, derrière une grue, si j'ai bien compris. Et elle a peur. Ce bateau transporte du sable. Carlos, tu avais raison. Elle est bien montée sur un bateau, mais elle ne sait même pas son nom. Chapitre 5. À bord du Saint-Gilles. Chez les Lecoq, on est soulagé et inquiet en même temps. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Monsieur Lecoq téléphone au bureau de l'écluse. Dans la journée, un sablier a bien quitté le port. Il a passé l'écluse vers 17h. Il faut appeler la gendarmerie maritime. Jérôme Lecoq téléphone donc à la gendarmerie maritime, mais c'est difficile. On lui demande de venir. Une demi-heure plus tard, il est là. Il explique la situation, la disparition d'Antje, son coup de téléphone. L'officier est désolé. Il y a un énorme problème. Antje est, pense-t-il, sur le Saint-Gilles, un sablier. Il a bien quitté Saint-Malo dans l'après-midi et il va au Légué, le port de Saint-Brieuc. Seulement voilà, la gendarmerie a préparé une action contre le Saint-Gilles. L'opération a déjà commencé. Si on appelle le capitaine maintenant, il faut tout arrêter. Que faire ? Est-ce que vous pouvez appeler la jeune fille sur son portable ? Demande l'officier. Bien sûr, j'ai son numéro et elle a répondu quand mon fils l'a appelée. Alors, appelez-la et rassurez-la. Ensuite, je veux lui parler. Monsieur Lecoq donne le téléphone à l'officier. Merci. Allô ? Antje, tu m'entends ? Oui, très bien, monsieur. Qu'est-ce que je dois faire ? Pour l'instant, rien. Tu restes caché, tu fais attention à ton chien. Tu ne téléphones à personne et tu attends l'appel de la gendarmerie maritime, mon appel. Je suis le commandant Le Gallo. Tu es sur le Saint-Gilles, un sablier. Ce bateau va à Saint-Brieuc, nous le surveillons depuis longtemps. Il jette des produits interdits dans la mer. Et nous voulons passer à l'action ce soir. En effet, il a embarqué des produits chimiques ce matin. On le sait. La police de Saint-Malo nous a prévenus. Nous allons entrer en contact avec le Saint-Gilles en face du Cap Fréhel, dans 1h30, 2h environ. Surtout, fais attention. Attends notre arrivée. Oui, monsieur. Mais venez vite. J'ai tellement peur. À bord du Saint-Gilles, Antje a arrangé sa cachette derrière la grue. Léo est couché, Antje est assise, mais on ne peut pas la voir de l'arrière du bateau. Elle raconte sa conversation avec le commandant Le Gallo à Léo. Il l'écoute, Léo ne comprend pas, mais il sait une chose, il ne doit pas aboyer et se tenir tranquille. Antje voit 3 hommes sur le pont, à l'arrière du bateau. Ils portent des fûts jaunes, ils parlent fort et rient. Pour se donner du courage, Antje parle à voix basse à Léo. « Regarde, Léo, là-bas, devant à gauche, c'est sûrement le Cap Fréhel. Le commandant a téléphoné il y a 1 heure. La vedette de la gendarmerie maritime va bientôt arriver. » À ce moment, son téléphone sonne. Elle a peur. Mais avec le bruit des moteurs, personne n'a rien entendu. Et les hommes continuent leur travail à l'arrière du bateau. Mais ce n'est pas le commandant, c'est sa mère.
Elle ne peut quand même pas téléphoner maintenant. Anche attend l'appel du commandant. Elle ne parle pas plus d'1 minute. Elle va bien, mais elle ne peut pas parler pour l'instant. Elle va rappeler après le dîner. Sa mère n'est pas très contente, mais Anche interrompt la conversation. Anche a froid maintenant. Elle se serre contre Léo. Tous deux attendent. Tout d'un coup, ils entendent un grand plouf. Ils regardent vers l'arrière. Les hommes jettent les gros fûts jaunes à la mer. Le commandant Le Gallo a parlé de produits chimiques dangereux. Ce sont sûrement ces fûts jaunes. Le Saint-Gilles est maintenant juste en face du cap Fréhel. Devant, c'est la baie de Saint-Brieuc. Derrière, c'est Saint-Malo. De hautes falaises rouges, noires et grises tombent dans la mer. Tout en haut, il y a un phare. Mais Anche ne regarde pas ce paysage grandiose. Même Léo ne s'intéresse pas aux nombreux goélands dans le ciel et au-dessus des falaises. Il n'aboie même pas quand un cormoran plonge dans la mer à côté du bateau. La jeune fille attend un signal, un appel de la gendarmerie maritime. Le chien sent son inquiétude et ne bouge pas. Anche regarde vers Saint-Malo. Tout à coup, elle aperçoit un bateau assez rapide, loin derrière. C'est peut-être la gendarmerie. Hélas, non. C'est un bateau tout blanc. Les vedettes de la gendarmerie ne sont pas blanches. Ils promènent des touristes. Et bientôt, ils tournent et repartent vers Saint-Malo. Mais voilà un deuxième bateau. C'est un bateau gris. Il est rapide. Pendant une demi-heure, Anche regarde la vedette. Elle se rapproche, puis elle va vers le nord, reprend la même direction que le bateau, mais reste assez loin de lui. La vedette va nous doubler, pense Anche. Ce n'est donc pas la gendarmerie. Elle a perdu tout son courage. Elle a seulement peur et froid. Tout à coup, elle voit tous les hommes courir à l'arrière du bateau. Léo a aboyé, mais personne ne l'a entendu. Que se passe-t-il ? La vedette vient maintenant droit sur le bateau. Juste à ce moment-là, son portable sonne. Chapitre 6. Prisonnier. À Saint-Malo, le commandant Le Gallo et Monsieur Lecoq sont montés à bord de la vedette rapide de la gendarmerie maritime. Au même moment, des gendarmes vont au port du Légué, le port de Saint-Brieuc. Ils attendent l'arrivée du Saint-Gilles, le bateau pollueur. Ils ont des photos, des récits de témoins, souvent des pêcheurs, des dénonciations anonymes. Le sablier jette des produits dangereux à la mer entre Saint-Malo et Saint-Brieuc. Mais ce soir, le sablier est pris au piège avec son équipage. On les attend à Saint-Brieuc et une vedette des affaires maritimes les poursuit. La vedette de la gendarmerie maritime a bientôt rattrapé le Saint-Gilles. Avec des jumelles, le commandant Le Gallo observe le pont du Sablier. Tout semble normal. Le bateau avance tranquillement. Le commandant Le Gallo décide de s'écarter de la route du Sablier pour ne pas inquiéter son capitaine. Un peu plus tard, il va l'appeler sur VHF, puis téléphoner à Anche sur son portable. Il veut surprendre le capitaine, mais il veut aussi informer Anche. Le portable d'Anche sonne doucement. Cette fois, c'est bien le commandant Le Gallo. « Oui, Anche Meyer. Allô ?» Anche, c'est le commandant Le Gallo. Ça va ? On a parlé par radio avec le capitaine. Je monte avec quelques gendarmes à bord dans 10 minutes. Et tu peux nous aider, Anche. Moi ? Vous aider ? Mais comment ? Tu restes caché, mais tu regardes les hommes du Saint-Gilles. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils courent dans tous les sens et ils jettent plein de choses à la mer. Quoi ? Je ne sais pas, je suis trop loin. Et ils nettoient le pont avec de l'eau. À tout à l'heure, Anche. Ouvre les yeux. Tu me racontes tout dans un quart d'heure. Merci. Quelle surprise pour le capitaine du Saint-Gilles quand le commandant Le Gallo l'a appelé sur VHF. Le commandant lui a seulement dit « Stoppez les machines, je vais monter à bord avec quelques hommes. Préparez une échelle, nous sommes là dans un quart d'heure, merci. » Le capitaine est inquiet. Pourquoi cette visite de la gendarmerie ?
C'est peut-être tout simplement un contrôle de sécurité. Fusée de détresse, canot de sauvetage, mais tout est en ordre à bord du Saint-Gilles. Il y a beaucoup de contrôles de sécurité et c'est normal. La mer est souvent dangereuse, mais le capitaine pense aux fûts jaunes jetés à la mer. Est-ce que la gendarmerie sait quelque chose ? Il faut faire vite. Les gendarmes vont monter à bord. Il y a encore quelques minutes, assez de temps pour ranger le pont, le nettoyer. Le bateau s'est arrêté. La vedette est arrêtée, elle aussi, à 50 mètres environ. Les gendarmes mettent un Zodiac à la mer. Le capitaine du Saint-Gilles attend les gendarmes en haut d'une échelle. Les marins sur le pont sont nerveux. Un homme s'approche de la grue. Il est tout près d'Antje et de Léo. Trop près. Antje ne peut rien faire. Léo se met à aboyer. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» crie le marin. « Et d'abord, qui es-tu ? Comment est-ce que tu es monté à bord ?»« C'est Léo, c'est mon chien. Il a sauté sur le bateau à Saint-Malo. Je suis montée pour l'attraper, mais trop tard. On n'a pas eu le temps de redescendre sur le quai, alors je me suis cachée. » Je ne comprends rien à ton histoire. J'ai bien envie de te jeter à l'eau avec ton sale cabot. Tu as de la chance. Nous avons la visite de la gendarmerie. Sinon... Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi. Je peux repartir avec la vedette des gendarmes. Je ne vais rien dire, je le promets. Quoi ? Rien dire ? Qu'est-ce que tu ne vas pas dire ? Les bidons jaunes ? Vous avez jeté des bidons à la mer et... Tu as tout vu ? Eh bien, tu ne vas rien dire aux gendarmes. Tu ne vas même pas les voir, les gendarmes. Tu vas monter dans la cabine de la grue avec ton sale chien et tu vas être bien sage, hein ? Allez, monte. Assieds-toi par terre. Je vais t'attacher les mains et les pieds. Et après ? Qu'est-ce que vous allez me faire après ? Il faut demander au capitaine. Bon, d'abord les mains, puis les pieds. L'homme ramasse un rouleau de Chatterton dans la cabine de la grue. Avec ça sur la bouche, tu ne vas pas crier beaucoup. Même chose pour ton chien. Regarde, je lui attache les pattes et je lui ferme la gueule. Bon, les gendarmes montent à bord. Tu te tiens tranquille, hein ? À plus tard, ma belle. Le Zodiac est contre le Saint-Gilles. Le commandant monte à bord par une échelle de corde. Ses hommes le suivent. Le marin est sorti de la cabine de la grue et va tranquillement vers les autres. Antje ne peut rien voir. Léo ne peut plus aboyer. Ils ne peuvent rien faire. Ils doivent attendre. Chapitre 7. Mais que fait la gendarmerie ? Le commandant Le Gallo veut voir les papiers du Saint-Gilles. Les gendarmes vérifient les fusées de détresse, le canot de sauvetage, tout est en ordre. Le commandant Le Gallo regarde le pont. Il s'étonne. Le pont est tout mouillé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Nous l'avons nettoyé, répond le capitaine. Le trajet entre Saint-Malo et Saint-Brieuc dure 5 heures. On n'a rien à faire. On ne veut pas perdre notre temps. Alors, on lave le pont. Comme ça, tout est propre à l'arrivée. C'est vraiment la seule raison ? Vous ne me cachez pas quelque chose ? Cacher quelque chose à la gendarmerie, je ne suis pas fou. Alors vous ne risquez rien. Une question quand même. Vous ne transportez jamais de produits chimiques ? De produits dangereux ? De produits dangereux, non. Je ne vois pas. Réfléchissez. Ces produits sont peut-être tombés à la mer, comme ça, sans le vouloir. Vous ne voyez toujours pas ? Non, je ne vois pas du tout. Bon, arrêtez de mentir. Un témoin vous a vu. Vous avez jeté des fûts jaunes en mer. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces fûts ? Des fûts jaunes. Je ne sais pas. Le commandant Le Gallo fait le numéro d'Antje. Mais il tombe sur la boîte vocale. Antje entend bien son portable sonner doucement dans la poche de son jean, mais elle ne peut pas bouger. Où est Antje ? Pense le commandant. Il faut agir vite. Bon, capitaine, vous ne voulez pas m'aider. Alors je veux voir immédiatement tous vos hommes sur le pont. Je dis bien tous. Ces 3 gendarmes vont vous surveiller. Les autres vont fouiller votre bateau avec moi.
Pendant ce temps, Monsieur Lecoq est sur le pont de la vedette de la gendarmerie maritime. Il observe le Saint-Gilles avec des jumelles. Il cherche Hanche et Léo, mais ne les trouve pas. Il voit les gendarmes aller et venir, il voit le groupe de marins à l'arrière du bateau. Pourquoi est-ce que Hanche ne sort pas? Est-ce qu'elle est bien à bord? Un marin s'approche du capitaine. Il lui parle à voix basse. « J'ai trouvé une gamine cachée avec son chien derrière la grue, à l'avant du bateau. Elle a tout vu. Les fûts jaunes, comment nous les avons jetés à la mer, comment nous avons nettoyé le pont ensuite. Le commandant a parlé d'un témoin. Ce témoin, c'est elle. Elle est où maintenant? Dans la cabine de la grue. Je lui ai attaché les mains et les pieds et elle ne peut pas bouger. Son chien non plus. Bon, pour l'instant, ça va. On est tranquille. Les gendarmes fouillent l'arrière du bateau. Cette fille à bord du Saint-Gilles, c'est embêtant, mais ce n'est pas le témoin. Elle est montée à bord à Saint-Malo. Elle est partie avec son chien et elle n'a rien dit à ses parents. À mon avis, elle s'est sauvée de chez elle. C'est tout. Les gendarmes sont là pour la pollution et ils ne savent rien de la fille. Oui, mais les fûts jaunes, comment savent-ils? Quelqu'un a sans doute vu les fûts quand nous sommes sortis du port de Saint-Malo. Il n'y a plus un seul bidon sur le Saint-Gilles. Nous avons nettoyé le pont, les gendarmes ne sont pas idiots. Et la gamine? Elle va descendre à Saint-Brieuc, elle va rien dire. Elle a peur, c'est tout. Quand on part comme ça, seul avec son chien, on ne dit rien à personne, crois-moi. Mais la gendarmerie va bien. Quoi? La gendarmerie? On a jeté tous les fûts à la mer, on a lavé le pont. Ils ne vont rien trouver. Nos papiers sont en règle, on n'a pas de problème de sécurité. On a eu chaud, c'est vrai. Et on a de la chance. Il faut faire attention dans les prochains mois. On ne va pas jeter de produits dangereux pendant 2 ou 3 mois. Et la gendarmerie va oublier cette histoire. 20 minutes plus tard, le commandant Le Gallo revient. Il n'a rien trouvé. Il est en colère. Il se tourne vers le capitaine. Jeter des produits chimiques à la mer, c'est grave. Et ça coûte cher. Mais cacher une adolescente de 13 ans à bord de son bateau et ne rien dire à la gendarmerie est un crime. Et ce crime va vous conduire en prison. Où est la jeune fille? Le commandant se tourne vers les marins du Saint-Gilles. Où est-ce que vous cachez cet ado? Si vous ne dites rien, vous êtes tous complices. Alors? Tout le monde se tait. On n'entend que la mer et le vent. Les hommes regardent leurs pieds, mais ils ne parlent pas. Le commandant de gendarmerie répète sa question. Où est la jeune fille? Elle est dans la cabine de la grue à l'avant du bateau, dit un marin. Je l'ai enfermée dans la cabine avec son chien. Martin, allez chercher la jeune Hanche, s'il vous plaît. Le gendarme Martin ouvre la porte de la cabine, retire le chatterton de la bouche d'Hanche, coupe ses liens aux pieds et aux mains. Il délivre aussi Léo. Le chien saute de la cabine et court sur le pont. Et il aboie. Hanche, elle, ne dit rien. Elle pense à sa mère, à la famille Lecoq, regarde autour d'elle. Elle a envie d'être seule et de tout oublier. Chapitre 8. Les vacances peuvent commencer. Le commandant Le Gallo donne des ordres aux marins et à leur capitaine. Le Saint-Gilles continue sa route vers le port du Légué. Nos collègues de Saint-Brieuc vous attendent déjà sur le quai. Je reste à bord avec 3 hommes. Puis, il se tourne vers Hanche. Toi, tu vas aller sur la vedette. Monsieur Lecoq t'attend. Tu y vas avec Léo, bien sûr. Elle passe devant le capitaine très en colère. Alors, petite garce, tu es contente, hein? Mais je n'ai rien fait, moi. C'est mon chien. Et ton chien? Il a appelé la gendarmerie aussi? Continue le capitaine. Hanche est juste devant lui. Elle va vers l'échelle pour descendre dans le Zodiac. À cet instant, le capitaine fait un pas en avant pour pousser l'adolescente à l'eau. Léo a tout compris. Il saute sur le capitaine et le mord au bras. Le commandant a tout vu. Tu es un brave chien, Léo. Et vous, capitaine, vous êtes un homme méchant. Calmez-vous. Tout est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Je vais vous passer les menottes. Je veux être tranquille jusqu'à Saint-Brieuc. À bord de la vedette de la gendarmerie maritime, Hanche retrouve Monsieur Lecoq. Il téléphone à sa femme à Saint-Malo. Ça y est, tout est fini. Hanche est assise en face de moi et Léo est couché à mes pieds.
Nous allons être de retour à Saint-Malo dans 4 heures environ. Nous devons d'abord aller à Saint-Brieuc avec la vedette de la gendarmerie. Nous rentrons ensuite à Saint-Malo par la route. Nous allons arriver tard dans la nuit. Ne t'inquiète pas, Catherine. Les gendarmes nous accompagnent. Jérôme, j'ai une meilleure idée. Je viens vous chercher tous les deux. Tous les 3 avec Léo, à Saint-Brieuc. Morgane et Nicolas regardent la télé. Carlos va peut-être venir avec moi. Je suis au port du Légué dans un peu plus d'1 heure. Antje appelle sa mère. Mais elle ne lui raconte pas son aventure. Elle ne veut pas l'inquiéter. Le voyage jusqu'au port de Saint-Brieuc se passe bien. Un gendarme a pris des photos de toute la scène sur le Saint-Gilles et il les montre à Antje et à Monsieur Lecoq. C'est comme un film policier, trouve Antje. Et c'est toi l'héroïne de l'histoire, continue le gendarme. Tu as sûrement une adresse électronique, oui? Alors je peux t'envoyer les photos par Internet si tu veux. Ça fait un beau souvenir de ton voyage en France. Antje raconte son aventure à Monsieur Lecoq. Comment Léo a sauté sur le Saint-Gilles, comment elle a sauté aussi et pourquoi elle est restée à bord. Elle a eu plusieurs fois très peur. Par exemple, quand sa mère l'a appelée ou quand le marin lui a attaché les mains et les pieds et mis un bout de Chatterton sur la bouche. Un peu plus tard, un gendarme lui explique. « Tu nous as beaucoup aidé, Antje. Une opération contre un pollueur est toujours très difficile. Le Saint-Gilles jette des produits dangereux à la mer, on le sait depuis longtemps, mais on n'a jamais eu de preuves. Toi, tu as tout vu. Tu as vu les fûts jaunes sur le pont, tu as vu les fûts tomber à l'eau, tu as vu les marins nettoyer le pont, tu es un témoin important. » « Mais je ne veux pas raconter toute cette histoire à la police, je veux être tranquille, dit Antje. « Je te comprends et personne ne va t'embêter. Tu nous as aidés sans le savoir. Quand tu as téléphoné, nous avons noté l'heure exacte de ton appel. Nous avons aussi noté la position exacte du Saint-Gilles à ce moment-là. Comme ça, nous savons à peu près où sont les fûts jaunes et nous allons les retrouver. La mer est calme, il n'y a pas de problème. Et puis on t'a attaché dans la cabine de la grue. C'est grave. Et le commandant Le Gallo a tout vu. Maintenant, on a vraiment assez de preuves contre le capitaine du Saint-Gilles et ses hommes. » Antje retrouve sa bonne humeur. Elle visite la vedette. Tout est intéressant. Le radar, la radio, les cartes. « Est-ce qu'une femme peut entrer dans la gendarmerie maritime ?» demande Antje. « Bien sûr, mais pour toi, il y a un petit problème. Il faut avoir la nationalité française. Mais il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur des vedettes en Allemagne, comme en France. Tu as encore le temps d'y penser. » La vedette arrive bien avant le Saint-Gilles au port du Légué. Madame Lecoq et Carlos discutent avec les gendarmes quand Monsieur Lecoq, Antje et Léo sautent sur le quai. 2 heures plus tard, les Lecoq et leurs jeunes invités dînent de bon appétit et dans la bonne humeur. Il est plus de minuit. « À quelle heure faut-il se lever demain pour partir en mer ?» demande Carlos. « Est-ce que Antje va avoir envie d'aller en mer après son aventure d'aujourd'hui ?» demande Morgane. « Je suis allée jusqu'au Cap Fréhel et même jusqu'à Saint-Brieuc, mais cachée derrière une grue, je n'ai pas vu grand-chose. Alors, j'ai vraiment envie de découvrir la côte et de passer la journée en mer, mais avec vous tous, n'est-ce pas Léo ?» Chapitre 9. En mer. Quand elle se lève, Antje est encore fatiguée. Elle n'a pas bien dormi. En rêve, elle est montée sur le Saint-Gilles et a retrouvé son méchant capitaine. Elle s'est cachée dans le bateau, elle a attendu la vedette de la gendarmerie maritime, mais les gendarmes ne l'ont jamais retrouvée. Un rêve terrible. Après un bon petit déjeuner, les Lecoq, Carlos et Antje descendent au port. Morgane s'arrête chez le boulanger pour acheter du pain. Nicolas achète le journal, Ouest France. On parle peut-être du Saint-Gilles. Il y a bien un petit article sur le sablier, mais pas un mot sur Antje. Enfin, tout le monde monte à bord de l'Étoile des mers, le beau voilier de Jérôme. On s'installe, Léo s'assoit à l'avant du bateau, il regarde les mouettes, mais aujourd'hui il n'aboie pas. Carlos et Antje descendent à l'intérieur. Ils rangent les BD, les CD, les bouteilles d'eau minérale, le pain, la charcuterie, le fromage, les fruits, un thermos de café. C'est très étroit. Il faut baisser la tête et faire attention. Mais les 2 jeunes trouvent une place pour tout. Sur le pont, Morgane et Nicolas aident à la manœuvre.
Et bientôt, l'étoile des mers traverse le port et entre dans l'écluse. Antje vient retrouver Monsieur Lecoq dans le cockpit. 10 minutes plus tard, le bateau quitte l'écluse. Il passe devant la jetée. Antje reconnaît les pêcheurs de la veille. Léo ne dit rien. L'air est frais, le soleil brille, la mer est belle. Antje respire profondément l'air salé, elle sourit, elle est heureuse. 1 heure plus tard, chacun a trouvé sa place. Morgane et sa mère sont assises à l'avant du bateau et discutent. Léo est maintenant couché dans le cockpit, au pied d'Antje et de Nicolas. Carlos hésite. Il ne se sent pas bien. Est-ce qu'il va rester à l'intérieur et lire, ou bronzer au soleil sur le pont? Il choisit de monter sur le pont. Il a besoin d'air frais. Il a peut-être trop mangé au petit déjeuner. « Antje, si tu veux, tu peux prendre la barre pendant quelques minutes, » propose Monsieur Lecoq. « Oh, merci bien. Qu'est-ce que je dois faire ?»« Tu tiens la barre bien droite, c'est tout. Nicolas a l'habitude. Il va rester à côté de toi. Moi, je m'occupe des voiles. » Nicolas est heureux lui aussi. Il fait découvrir la côte à Antje. Il lui dit le nom des îles. Il lui montre les rochers dangereux. Il lui explique le vent et les vagues, les bouées et les phares. « Vedette de la gendarmerie maritime à bâbord !» crie Antje tout à coup. « Bâbord ? Tu as dit bâbord ? Qui t'a appris ça ? Tu es un vrai marin !»« Ce sont les gendarmes hier. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont parlé aussi de leur métier. C'est tellement intéressant. Plus tard, j'aimerais... » « Plus tard. Aujourd'hui, tu es à Saint-Malo. Tu es au bord de la mer. Si tu veux, tu peux aller à l'école de voile demain. Mais je repars en Allemagne dans quelques jours. Tu peux revenir aux prochaines vacances. Mes parents et Morgane t'aiment bien. Ce n'est pas un problème. Tu as raison. Je vais demander à ma mère. C'est vraiment une très très bonne idée, Nicolas. Quelques mois ont passé. C'est le printemps. Nous sommes chez les Lecoq dans leur bel appartement à Saint-Malo pendant les vacances de Pâques. Les invités sont nombreux. Nous retrouvons Antje et Carlos. Carlos est venu seul d'Espagne. La mère d'Antje et son ami ont accompagné Antje. Ils habitent dans un petit hôtel à côté de la grande plage. Il y a aussi un réalisateur de la télévision, Gérard, un ami de Monsieur Lecoq. Jérôme a écrit un nouveau scénario pour raconter l'aventure d'Antje. Et la télévision va en faire un téléfilm. Demain, tous vont faire une longue promenade en mer. Ils vont partir de l'écluse, passer devant le Cap Fréhel et aller jusqu'au port du Légué. Quelques acteurs vont les accompagner. Ils doivent jouer le capitaine du Saint-Gilles, le commandant Le Gallo et Monsieur et Madame Lecoq, leurs enfants, Carlos, Antje. C'est drôle de voir quelqu'un vous représenter. Il reste un gros problème. On n'a pas trouvé de chien pour jouer Léo. Mais la plus heureuse, c'est Antje. Nicolas a parlé d'elle à son père. Il lui a expliqué son amour de la mer et son envie de faire de la voile. Alors, Monsieur Lecoq et son ami le réalisateur ont eu une idée géniale. Antje va venir 3 ou 4 fois pendant les vacances scolaires pour leur expliquer les détails de son aventure. En vérité, elle va faire des stages à l'école de voile de Saint-Malo. Et ça, c'est hyper cool.